Bonjour, je me présente, je suis Jean-François Serre, je suis originaire de Montboudif. Là, je ne vais pas vous parler de moi parce que je ne suis pas négociant voyageur, mais je suis fils d'un négociant voyageur, Lucien Serre, et donc c'est avec plaisir que je vais apporter un témoignage sur mon père, son activité, ce que j'ai vécu avec lui, avec ma famille, et donc aussi avec une certaine émotion quand on évoque des souvenirs d'une personne qui a disparu, qui était son père, et auprès de qui on a vécu pendant un certain nombre d'années. On a vécu en Auvergne, mais surtout sur ces lieux de voyage, puisque, comme tous les marchands de toile, devenus négociants voyageurs et dotés d'un statut par la suite, ils vivaient une grande partie de l'année sur les lieux de leur voyage, qui étaient en même temps leur résidence. Alors, mon père, donc Lucien Serre, était originaire de Montboudif. Il est né le 16 août 1908. Il était le fils de Mathias Serre, très tôt disparu, disparu en 1915, et le fils de Marie Jouve. Et tous deux avaient un commerce, une épicerie à Montboudif. Commerce modique, mais qui satisfaisait la clientèle, puisque, encore je me souviens étant petit, on gardait un excellent souvenir de Marie Jouve, l'épicière de Montboudif. Donc mon père est parti après l'école primaire de Montboudif, est parti assez tôt, il avait 12-13 ans, il est parti à ce qu'on appelait, c'était pas encore un lycée, mais une école primaire supérieure à Murat, où il a effectué sa scolarité de 1921 à 1924. Scolarité qui a été perturbée, et là je fais une incidente parce que ça retentit à la fois sur sa scolarité et plus tard sur sa vie professionnelle, sa vie de citoyen tout court d'ailleurs. Il a été victime d'une grave pleurésie qui a failli l'emporter, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de médecin à proximité et on ne traitait pas par antibiotiques, la pénicilline n'était pas encore inventée. Donc il a fait cette scolarité jusqu'en 1925, après avoir été admis au concours des bourses. Il a fait cette scolarité qui l'a mené jusqu'au brevet élémentaire. Alors, retrouvant il y a quelque temps les traces de sa scolarité, un certain nombre de bouquins, mais également de cahiers, je m'aperçois que l'enseignement qu'on recevait était celui presque du second degré des lycées, en tout cas celui que j'ai reçu moi-même il y a quelques années. Et en 1925, il passe le concours pour l'école normale supérieure. Il est reçu et il doit intégrer un poste en Aveyron. Alors en 1925, c'est à Montboudif. Montboudif, c'est déjà une terre de marchands de toile. Depuis la moitié du 19e siècle, des colporteurs, mais également des marchands de toile, au sens premier du terme. Je n'en veux pour preuve que j'ai retrouvé des traces de mes ancêtres, nommé Jouve, un marchand drapier qui, avant de partir sur les routes, en 1742, allait régler son impôt, sa dîme, au moine de l'abbaye de Feniès. Et puis un autre Jouve, lui qui avait un conflit commercial avec un fermier de Courtille également, est classé comme marchand, et je pense que c'était un marchand drapier. Et autour de lui, en 1925, il y a une population de marchands de toile, en particulier qui revient à partir du mois de juillet, certains pour faire les travaux de fenaison, d'autres parce qu'ils ont gardé des attaches très fortes, familiales, ou, j'allais dire, économie dans le pays. Alors, comment se manifeste cette importance de cette corporation dans un petit village comme Montboudif, mais qu'on retrouve dans tous les villages alentours, de l'Artense, du Césalier, et puis plus bas en allant autour de Mauriac ou en montant sur le Puy-de-Dôme ou la Corrèze. Se traduit de plusieurs façons. D'une part, l'arrivée à cette période de l'année qui coïncidait avec les vacances scolaires, une population qui était mieux habillée, qui se déplaçait en voiture à cheval avec des belles voitures à cheval, certains avaient des cochers,
Et puis, dès les années 1920, eh bien, apparaissent les premiers véhicules automobiles dans nos contrées. Les routes ne sont pas très carrossables, mais enfin, qui voient passer ces premières automobiles. Et l'autre manifestation de ce qui est déjà une réussite économique et sociale, c'est la construction d'un habitat tout à fait différent dans notre région. En particulier l'Artense. Sur le Césalier, c'est un peu différent, qui est une contrée un peu plus riche, un peu plus peuplée. Des maisons basses couvertes de chaume, ce qui était le cas de l'épicerie Jouve Serre à Montboudif. Deux maisons plus cossues, construites en pierre, avec un étage, et qui voient le jour à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, avant la guerre de 14. D'ailleurs, on voit un certain nombre de ces réalisations sur le site des marchands de toile. Donc tout ça, je ne dirais pas que ça éblouit, mais ça interpelle mon père. Et donc au lieu de partir, prendre son poste d'instituteur à la rentrée 1925, eh bien, je ne dirais pas qu'il est embauché, mais il part avec une dame qui s'appelle Madame Blanneau de Marcenat, on va dire dans le voyage. Et cette personne le prend sous son aile, si je puis dire, et elle voyage à Nantes. Donc mon père se retrouve à Nantes, dans une grande ville à l'époque, il découvre, parce que aussi devenir un marchand de toile, c'est une ouverture sur le monde, qui par exemple sur Église Neuve-Esmachaz d'aller jusqu'à l'Algérie, mais pour l'ensemble des marchands de toile, c'était une ouverture et une découverte de la France, de pays différents, de populations différentes, et donc il découvre ça à Nantes. Alors, sa tâche c'est de voir comment Madame Lano prospecte, comment elle se fait sa clientèle, comment elle fournit sa clientèle. Et il y a sans doute une petite équipe autour de Madame Lano qui fait des livraisons, qui fait les encaissements, qui fait les prospects. Et il apprend sur le tas un peu les premiers rudiments du métier de marchand de toile. 2 ans après 1927-1928, il passe le permis de conduire. Il passe le permis de conduire dans le Cantal, il le passe, je crois, à Rion-Montagne. Alors, c'est d'une importance particulière parce que ça lui a permis ensuite de piloter la voiture de Madame Lano et puis de d'autres personnes dont il a été des employés. Alors là, je n'ai pas exactement les identités. Je crois qu'il y avait une Madame Lalias aussi qui était dans cette région. Et il a le numéro, je crois, 648 des permis de conduire délivrés par la préfecture du Cantal. Donc c'est un plus pour son activité. Ce qui l'amène au début des années 30 à se mettre à son compte. Pas dans la région de Nantes, pas dans la Basse-Loire, mais plutôt sur la Basse-Normandie, un peu en mordant sur le Haut-Poitou et la Touraine, là où vous voyez, il y a déjà une agriculture intéressante, plus riche, céréalière, de polyculture, où on peut vendre du drap au mètre. Je me souviens encore quand nous étions à Saumur, où mes parents coupaient encore la toile au mètre, c'était les dernières années, où on peut vendre des bâches pour couvrir les récoltes, où on peut aussi vendre du linge de maison à ces fermes. Alors donc il développe soit à partir de noms ou d'un réseau que lui ont confié ses précédents employeurs, ou de lui-même prospecte pour avoir sa propre clientèle, tout ça dans les années 30. Alors, se produit un basculement dans les années 30 qu'il vit, qui sont les conséquences de la crise financière et ensuite sociale, économique, 29, des années 30, qui l'amène, lui, Lucien Serre, mais également ses collègues, à avoir une orientation différente, c'est-à-dire de prospecter une clientèle de salariés, en particulier
d'aller vers les chemins de fer, comme on dit, vers les chemins de fer, parce que c'était les cheminots avaient une paye assurée, ils avaient un esprit d'entraide, de corporation, qui permettait, à partir du moment où on avait une ouverture, en particulier en faisant appel à un pilote, on disait un pilote, d'intégrer ce réseau et à partir d'une prospection efficace, de trouver une nouvelle clientèle. Donc il fait ça jusqu'aux années 39, dans le Haut-Poitou, Basse-Normandie, la Touraine, puisque déjà dès la fin des années 30, il est en Touraine, à Tours, où il réside. Il réside, bien entendu, il est célibataire, donc il réside beaucoup à l'hôtel, ce qui était le cas de la plupart des marchands de toile à l'époque, même s'ils étaient mariés ou s'ils avaient laissé leur épouse au pays. Il s'établit à l'hôtel sur les lieux de voyage. Alors, l'hôtel, c'était important parce que ça lui permettait effectivement de garer son véhicule et d'entreposer un peu de marchandises. Et donc, ça se passe bien. Il a son véhicule, il commence à avoir une bonne clientèle et arrive la guerre et l'occupation qui interrompent son activité, comme la plupart des marchands de toile. Alors certains vont être bloqués en 1942 en zone occupée. Mon père est revenu dans le Cantal à Montboudif, mais il n'y a plus d'approvisionnement, bien sûr, dans ces années, en toile. Il n'y a plus d'approvisionnement en literie parce que les circuits sont interrompus, les productions sont accaparées par l'occupant, et puis on ne peut plus se déplacer. On peut plus se déplacer d'une manière matérielle. C'est que mon père, par exemple, met sa voiture sur cale. Voilà. Il essaie une autre activité, en particulier dans la parfumerie, mais son mauvais état de santé l'empêche d'une part d'être mobilisé et ensuite de s'engager pour la défense du pays d'une manière plus active. À la Libération, effectivement, même à partir de 1945, il reprend une activité, puisqu'il a gardé un peu de marchandises, comme on disait, un peu de marchandises à Montboudif, et il commence à nouveau à prospecter à proximité, parce que la situation n'est pas complètement rétablie. Elle n'est pas complètement rétablie dans la société, mais elle n'est pas complètement rétablie pour l'ensemble des marchands de toile qui ne peuvent pas accéder à la production comme ils veulent. C'est une profession qui est déjà bien identifiée, qui est organisée, puisqu'il y a un syndicat de marchands de toile qui s'appelle et qui veulent s'appeler négociants voyageurs. Il va au plus près, c'est-à-dire dans la région clermontoise, et à défaut de trouver une clientèle intéressante, il trouve une épouse qui sera ma mère, qui sera André Benoît, qui est une auvergnate aussi, mais qui est une royataise, et ce qui fait que jusqu'en 1948, ils vont séjourner à Royat, puis ensuite à Beaumont, où mon père essaie de développer une clientèle en Auvergne et dans le Puy-de-Dôme, toujours du drap, de la literie, et commence un peu sur le meuble. C'est la première évolution. Se rendant compte effectivement que les perspectives de développer une clientèle intéressante sont limitées en Auvergne, il rejoint ces zones de chalandise qui étaient celles dans les années 30, c'est-à-dire la Basse-Normandie, le Haut-Poitou, la Touraine et un peu l'Anjou, et à plusieurs stages dans différentes petites villes. Après Château-Lavallière, ils s'établissent quelque temps à Thouars. À Thouars, qui est un dépôt chemin de fer important, qui est sur la ligne de la Vendée, mais qui desservait aussi Bordeaux, et donc il y a une population de cheminots tout à fait intéressante.
et qui lui permet de rayonner. Alors, il n'oublie pas effectivement la clientèle rurale, la clientèle des exploitants agricoles, et en particulier dans cette région qui est une région de polyculture, mais également de culture, de blé et d'orge. Il fournit beaucoup de paysans en toile de bâche. Toile de bâche, on appelait même des caparaçons, des pans plastiques à l'époque, et qui étaient indispensables pour couvrir les récoltes à partir du mois de juillet et d'août. Et donc, cette clientèle, effectivement, lui permet toujours de vendre les produits de base des marchands de toile. Ils sont effectivement le linge de maison. Alors, c'est toujours de la toile au mètre. On commence à voir apparaître les toiles, les draps confectionnés, les draps brodés. Dans ce linge de maison, il y a aussi le linge d'office, c'est-à-dire qui convient pour la cuisine. Il y a le linge de table, c'est-à-dire tout le nappage. Il y a le linge de toilette, puisque avec l'élévation du niveau de vie, les gens se dotent de salles de bain, de salles d'eau, donc il faut du tissu éponge, et donc les négociants voyageurs sont là. Et mon père, comme d'autres, je le disais à d'autres moments, participe effectivement à la fourniture des éléments qui caractérisent une société de consommation, et en particulier l'habitat, puisque progressivement, il vend de plus en plus de meubles. Il continue bien sûr le linge de maison, la literie, c'est-à-dire matelas, sommier, mais également tout ce qui accompagne la literie. À l'époque, il n'y avait pas encore de duvet, mais c'était l'édredon, c'était le couvre-pied, c'était les couvertures. Et donc il fournit cette clientèle, et on voit bien, je veux dire, les mécanismes qui se passaient, c'est-à-dire on pouvait partir effectivement de la fourniture d'un salon, surtout d'une chambre, et bien entendu la démarche commerciale ensuite pour le marchand de toile, pour mon père, c'était de dire, mais maintenant il vous faut une literie, il vous faut les draps qui vont avec, et si c'est la salle à manger, ça serait bien que vous vous dotiez d'une ménagère, que vous achetiez un service de table, voilà. Alors, il y a des innovations qui, à la fin des années 50 et dans les années 60, qui apparaissent. Alors, la première, et mon père n'a pas été, Lucien Serre n'a pas été le seul à l'utiliser, c'est à partir du moment où les draps ont été davantage confectionnés, avec des tissus, en particulier des cotons plus fins qui passaient en lave-linge. C'est aussi une importance capitale pour le développement de ces produits. Il a un produit, je dirais pas phare, mais en tout cas qui a eu beaucoup de succès dans sa clientèle, sont des trousseaux. Alors le trousseau se présentait de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y avait dans une valise figuraient tous les éléments qui concouraient à meubler un lit, mais également à couvrir une table, c'est-à-dire des services de table, des draps, il y avait même jusqu'à la poussine pour passer sur le mobilier, un certain nombre de draps, alors de draps dessous, de draps ouvragés, et donc c'était, je veux dire, c'était un produit qui était finalisé, qui a eu beaucoup de succès, et dont à l'initiative duquel était un originaire de Saint-Genès, ensuite qui s'était établi à Condat, dont la première génération était marchand de toile, et qui ensuite avait créé un établissement de gros à Dessines, dans l'agglomération lyonnaise, et donc qui avait pensé qu'il fallait innover, il fallait fournir aux marchands de toile
un produit nouveau qui correspondait à de nouvelles habitudes de consommer, de vivre et d'entretenir. Donc il avait créé ce trousseau, il s'appelait Jeunesse-Tout. Le modèle économique était celui de mon père, hein, c'est celui d'ailleurs de la plupart des négociants voyageurs, était un peu le suivant. Au départ, le négociant voyageur, donc pour fournir sa clientèle, doit acheter à des fournisseurs, à des fabricants, ce qu'il va vendre, c'est-à-dire la literie, c'est-à-dire le linge de maison. Alors le meuble c'est un peu à part parce que l'achat auprès du fabricant ne se fait qu'après une commande sur catalogue du client. Par contre, pour ce qui est du linge, des trousseaux, pas des matelas, pas des sommiers, mais de tout ce qui concourt à la literie, hein, c'est-à-dire la couverture, le négociant, en particulier Lucien Serre, avait un petit stock. Et donc ce stock, il en prenait quelques exemplaires dans sa voiture pour ensuite le donner au moment de l'achat par un client. Alors comment se passait sa démarche commerciale auprès du client? Alors j'y ai fait allusion tout à l'heure. La clientèle était créée soit par effet de réseautage, comme on dit à l'heure actuelle, soit parce que il avait fait appel à un pilote, plus rarement, de dire il n'allait pas, certains de ses collègues le faisaient, en milieu périurbain, de tirer les sonnettes, et de proposer la marchandise. Bon, un certain nombre de marchands de toile n'étaient pas très attirés par ça parce qu'ils étaient concurrencés par d'autres catégories de représentants ou de placiers qui avaient plus ou moins bien une bonne réputation, en tout cas qui pouvaient nuire à leurs confrères négociants voyageurs parce qu'ils ne vendaient pas toujours la qualité. Parce que pour beaucoup de négociants voyageurs, comme mon père Lucien Serre, il se faisait un devoir de vendre de la qualité au juste prix auprès de sa clientèle. Et donc les clients, comment se passait sa démarche commerciale à partir d'une clientèle établie ou d'une nouvelle clientèle, suivant les contrées qu'ils visitaient. Quelques mois avant de les visiter, en général c'était chaque année, ou quand ils avaient réglé l'intégralité de leur commande, il envoyait un avis de passage. Il envoyait un avis de passage au client en disant à partir de quelle date je passerai vous voir, vous proposer un certain nombre de produits. Et donc il allait les voir. Alors ça c'était surtout le cas à partir du moment, j'y reviendrai, où il a été établi d'une manière pas définitive mais plus stable, d'abord à Saumur et ensuite à Tours, où il a terminé son parcours professionnel, sa carrière. Il passait voir le client et s'enquérait effectivement de l'évolution de la famille, de la santé. Ils étaient contents, en général, ils étaient contents, parce que sinon ils l'auraient su avant, du produit qu'il leur avait vendu l'année d'avant ou quelques mois avant, et ils s'enquéraient pour savoir s'ils avaient d'autres besoins, et ils faisaient effectivement son offre. Et à partir du moment où l'offre était bien reçue, c'est-à-dire qu'il procédait à une vente de draps, de trousseaux, de mobilier, d'un service de table, d'un service d'orfèvrerie, effectivement, il avait là sur ses produits en général, sinon de quoi les servir tout de suite, tout au moins d'un catalogue qui leur permettait effectivement de visualiser le produit qu'ils voulaient acquérir. Et donc, il découvrait également le prix. Alors, et c'est là où on en vient à une des caractéristiques majeures de cette profession de négociant voyageur, c'est qu'il vendait à crédit. Il vendait à crédit, à tempérament, ou je ne sais, mon père disait, par exemple, sur ses cartes de visite, large facilité de paiement. Et donc, la plupart du temps,
il procédait à une vente à crédit et le montant de l'achat, effectivement, donnait lieu à des mensualités réparties sur un certain nombre de mois, en général ce n'était pas des années, et pour formaliser cette vente à crédit, qu'on appelait encore vente à tempérament, il remplissait des traites qu'il faisait signer par les clients, par les acheteurs. Alors bien entendu, il prenait sa marge de crédit, mais c'était lui-même qui faisait le crédit. Donc ça veut dire que Lucien Serre, comme d'autres marchands de toile, devait bénéficier, sinon de fonds de roulement, tout au moins d'une trésorerie pour permettre ce crédit, et en amont pour acheter des produits. Parce que le fournisseur, lui, à l'époque, il ne vendait pas à crédit. Hein, c'était à la commande ou si la commande était étalée à chaque livraison ou à chaque réassort. Donc il fallait avoir une certaine trésorerie, les reins un peu solides, pour procéder à cette vente à crédit. Et ensuite, pour obtenir le paiement de la part du client, eh bien, mon père, c'était surtout ma mère qui, une fois que j'étais plus grand, a contribué à l'activité de mon père, c'est-à-dire ce qu'on appelle à l'heure actuelle le back-office, mais c'est un peu péjoratif, mais le suivi des commandes, la correspondance avec les clients, mais surtout avec les fournisseurs, eh bien, remplissait et adressait à chaque client, donc qui devait une mensualité, un mandat lettre qui était préétabli par les centres de chèques postaux de Clermont-Ferrand. Hein, et il l'adressait au client, et ce client ensuite le remplissait et allait, pour que le montant de sa mensualité soit honoré, allait le présenter au bureau de poste. Lequel bureau de poste l'adressait au centre de chèques postaux de Clermont-Ferrand pour créditer le compte de mon père. Et pourquoi Clermont-Ferrand? Et c'est là où je dois dire que l'établissement de mon père n'était pas sur le lieu de sa résidence ou sur le lieu de voyage, mais c'était en Auvergne. L'établissement Lucien Serre était à Montboudif, il payait sa patente à la commune de Montboudif, ses cartes de visite étaient établies sur Montboudif, et donc le centre de chèques postaux le plus proche de son lieu d'immatriculation, c'était Clermont-Ferrand. Donc il a fonctionné de cette manière pendant des années. Et à peu près, j'évalue autant que je m'en souvienne ou d'après mes recherches, chaque mois dans les années 60-70, puisqu'il a arrêté son activité en 75, entre 80 et 100 clients qui devaient régler leur mensualité chaque mois, sur plusieurs années en fonction effectivement du montant de l'achat auquel ils avaient procédé. Donc voilà un peu le modèle économique, et il était imposé bien sûr comme tous les négociants voyageurs sur les bénéfices industriels et commerciaux, et il relevait du centre des impôts de Mauriac. Alors ça c'est anecdotique, mais c'est pour bien montrer qu'il y avait toujours, et pas uniquement pour des raisons sentimentales, il y avait toujours cet attachement, cet enracinement à l'Auvergne. Alors, autre moment d'enracinement, c'était un moment de retrouver à la fois ses racines et l'ensemble de ses collègues. C'était l'été. D'abord, le salon de Bort-les-Orgues, qui était un des grands moments de la profession, et qui était un moment économique, non seulement pour Bort-les-Orgues, mais tous les fabricants. Parce qu'il faut bien voir, dans les années 50, même 60, ça commence à changer. Pour les tisseurs du Nord, de l'Est, la vente aux marchands de toile représentait une part de marché tout à fait importante.
elle était importante économiquement, et ensuite parce que c'était un outil de diffusion, j'allais presque dire, de communication très, très utile. Encore dans ces années-là, le textile français était un secteur économique florissant et qui ne connaissait pas encore les aléas qu'il a connus par la suite et que moi-même j'ai vécu. J'ai vécu non pas en tant que marchand de toile, puisque je n'ai pas fait cette activité, je n'ai pas repris cette activité. Donc salon de Bord-les-Orgues, et puis durant l'été, la période où la plupart des négociants voyageurs comme mon père revenaient, en l'occurrence à Montboudif, ils étaient visités par les représentants des fabricants, un certain nombre de fabricants dont ils étaient clients, ou d'autres qui venaient les prospecter. Et à partir du mois d'août, il y avait un défilé dans le pays auprès des négociants voyageurs de tous ces représentants des différents fabricants textiles, de meubles en particulier, qui venaient voir leur clientèle particulière dans la région. Et ça a donné lieu effectivement à des rencontres, des manifestations de négociants voyageurs, en particulier dans le cadre syndical, puisque mon père, Lucien Serre, appartenait au syndicat de Condat. Ce qui m'amène à dire qu'une autre évolution, innovation du côté de la profession est intervenue pour avoir des prix, avoir des positions plus solidaires. Les syndicats de négociants voyageurs ont créé un groupement d'achat qui s'est appelé Centre Achat et qui rassemblait des commandes potentielles des négociants voyageurs pour bénéficier auprès des fabricants des prix plus intéressants. Et il lançait un appel d'offres, chaque année était lancé un appel d'offres auprès des fabricants dans telle ou telle catégorie, en particulier de linge de maison, mais aussi également un peu de meubles. Et donc mon père a fait partie de Centre Achat, qui a permis effectivement à la profession de présenter un aspect plus uni et homogène. Mon père, donc, je l'ai signalé tout à l'heure, voyageait dans les régions que j'ai indiquées. D'abord, il a vécu à Saumur, dans le Saumurois, et puis ensuite à Tours, où sa clientèle se développait dans la Touraine, un pays effectivement où les gens sont assez distants, mais en même temps qui peuvent être fidèles. En tout cas, une des caractéristiques de cette profession, moi je l'ai vécu personnellement, c'est la fidélisation de la clientèle. Ainsi, mon père a pu fournir 2 ou 3 générations de clients. Alors la grand-mère, c'était la pièce de toile de métis qui ensuite était ouvragée par la couturière du coin ou par la grand-mère. Ensuite, c'était la fille qui achetait son trousseau en vue de son mariage. Et puis la petite fille, elle achetait le trousseau qui était complet, et puis de la literie, et puis du mobilier, parce qu'elle ne restait plus à la campagne, allait s'établir en ville, où elle était salariée comme son mari, et donc avec des habitudes de vie et de consommation un peu différentes. Et donc mon père arrête son activité professionnelle en 1975, puisqu'il dit mon fils aura fini ses études, il s'était fixé un peu cette limite, d'autant plus que ça faisait presque 50 ans d'activité, et donc il estimait pouvoir se reposer. Il a terminé dans de bonnes conditions, je n'ai pas connaissance en particulier de pertes de revenus ou de clients qui n'ont pas honoré leur mensualité. Bon, ça n'a pas été le cas. Ce qui ne veut pas dire pour autant que, et donc là ça c'est une appréciation personnelle, mais tirer un peu de ce que j'ai vécu avec mes parents, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ma mère a grandement contribué, comme beaucoup de femmes
de négociant voyageur, a beaucoup contribué à la réussite économique et sociale de mon père. Ce n'était pas une activité dans laquelle tout était rose, tout était facile. C'était, comme toutes les activités indépendantes, une activité prenante, hein, même si le rythme de travail n'était pas celui du salarié, mais enfin, mon père revenait souvent tard, le soir, était sur les routes, allait voir les clients, il fallait, comme il disait, lutter les fournisseurs. C'était souvent davantage avec les fournisseurs qu'avec les clients qui avaient des difficultés. C'est donc un métier, une activité où il y avait beaucoup de soucis. Pour les livraisons, pour la qualité du produit, pour le paiement donc il y avait des moments effectivement de bonheur, de réussite, mais il y avait beaucoup de soucis, beaucoup de tracas, et même quand il était là l'été, c'était pas uniquement des vacances, il fallait suivre les affaires, il fallait envoyer les mandats d'aide pour les chèques, il fallait voir que les commandes soient honorées. À une époque, cependant, où le mois d'août était plus calme parce qu'il n'y avait pas encore l'étalement des vacances, et au mois d'août, effectivement, les usines textiles, les usines de meubles étaient fermées, et donc l'activité reprenait en septembre. Ça coïncidait d'ailleurs avec la rentrée des classes. Alors, voilà moi ce que j'ai vécu. J'ai fait allusion tout à l'heure. J'ai vu, étant petit, mes parents couper la toile avant de la livrer. Je l'ai vu ensuite procéder à des réassorts, à des livraisons. Moi, j'ai suivi quelques fois. J'ai contribué aussi pendant mes vacances à envoyer remplir ses mandats lettres, à l'aider à aller prendre livraison dans les gares ou auprès des transporteurs des marchandises. Ouais. Alors, ce témoignage personnel, je veux dire, il n'est pas unique parce que donc moi j'ai vécu auprès de mes parents, marchands de toile, ce qui n'était pas le cas des générations précédentes de marchands de toile dont les enfants et des fois l'épouse restaient au pays. Ça, c'était surtout avant-guerre. Il y en a eu très peu ensuite après-guerre. C'est la raison pour laquelle, je veux dire, j'ai vécu l'activité de mon père et que je peux apporter ce témoignage. Je vais apporter aussi un témoignage, mais là, j'ai vécu un peu avec le recul et l'observateur, que ces marchands de toile ont beaucoup contribué à une certaine époque à l'animation et au développement économique des communes dont ils étaient originaires, à la fois parce qu'ils étaient des ressortissants fiscaux, parce qu'ils faisaient appel aux artisans et aux commerçants locaux durant leur séjour l'été, et qu'ils animaient par leurs festivités, en particulier autour de la semaine des négociants voyageurs, notre région. Donc ça c'est assez fantastique. Elle emporte les traces d'ailleurs avec cet habitat qui rend la monotonie de l'habitat du coin. Alors la profession, moi j'ai vécu aussi, et ça sera mon dernier témoignage, j'ai vécu une évolution à la fin des années 60 et surtout au début des années 60, à laquelle les négociants voyageurs ont répondu dans des termes différents. L'évolution du crédit, c'est-à-dire que le crédit à la consommation s'est développé, et donc les marchands de toile n'étaient plus les seuls offreurs de crédit, puisqu'il y avait des magasins, il y avait en particulier des grands magasins qui pouvaient faire de la vente à tempérament. Il y avait également des organismes de crédit, le CTLM, certains marchands de toile ont voulu travailler avec le CTLM, qui offraient du crédit, donc c'était plus une caractéristique de la profession. Le développement d'une nouvelle offre, et donc d'une nouvelle concurrence, qui était celle des grands magasins, des grandes surfaces qui commençaient à arriver, en particulier avec la période du blanc, des grandes surfaces de meubles,
qui intervenaient, et puis une modification sociale, c'est-à-dire que la clientèle n'était plus rurale ou périurbaine, elle était de plus en plus urbaine, avec des pratiques de consommation et des désirs d'achat tout à fait différents. Voilà ce que j'ai terminé, comment dirais-je, ma vie de proximité avec les marchands de toile, et que j'ai été heureux de rouvrir